Terre. Vous savez, c'est dans les années 60, la fin des années 60, il y a encore des gens qui pensaient que sur Mars, il y avait des canaux. Il y avait vraiment, bon, des petits hommes verts, peut-être pas, mais qu'il y avait des canaux, et il y avait de l'eau qui circulait, de la végétation, etc. Imaginez le trouble de la communauté scientifique quand on a vu ces premières photos. Et puis après, on a relancé encore des sondes marinaires qui se sont mis en orbite, notamment Mariner 9, qui sont mis en orbite, et là qui ont pu photographier toute la planète. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas la Lune, il y avait aussi des canyons, des volcans, etc. Et c'était la grande épopée de l'exploration martienne. Puis, pour le bicentenaire américain, en 1976, on a lancé deux sondes Viking. Alors là, on était obnubilés par la recherche de la vie. On a lancé 2 sondes Viking afin de rechercher une vie martienne. Il y avait 3 expériences à bord. C'est énorme, hein, ces sondes Viking. Bon, généralement, c'est une photo où je suis à côté. C'est grand comme une petite Volkswagen, hein, vous voyez. C'était vraiment une mission, d'abord très chère et très lourde. Les 3 expériences ont donné des réponses négatives, ou au moins ambiguës, on n'a pas tout compris, ou on n'a pas recherché les bonnes choses. Voilà. Mais la révolution, c'est dans les années 90. Alors pendant une douzaine d'années, il n'y a plus eu de mission. Il y a eu une telle déception après les missions Viking, il n'y a pas eu de mission martienne. Et dans les début des années 90, ça a été la mission Pathfinder. Alors Pathfinder, ça c'était un truc intéressant, parce que c'était un démonstrateur technologique, ce qu'on appelle un démonstrateur technologique. Ça veut dire, la NASA a dit à 3 ou 4 ingénieurs en culotte courte au JPL, vous n'avez rien à faire cet été, bon, essayez de nous bâtir une petite mission pour aller sur Mars, pour essayer de démontrer 2 ou 3 techniques. Hein, je les ai vus, ces ingénieurs, bon, ils n'étaient pas en culotte courte, mais ils étaient en basket, hein, et ils étaient vraiment jeunes. Et c'était vraiment un truc extraordinaire, parce qu'ils ont mis au point, on leur a donné l'occasion de développer des nouvelles technologies, et ils ont mis au point les systèmes des airbags, la possibilité de lancer un petit robot autonome sur Mars, et ça a fonctionné à 200%. Donc vous voyez, on a imagé aussi quand on s'est posé. Alors, on s'est posé avec le système des airbags, ça a parfaitement marché, ça a été repris plus tard. Ensuite, on a le Pathfinder qui s'est posé, s'est ouvert et a relâché un petit robot, Sojourner, que vous voyez là, indépendant. Vous voyez la petite grille de panneaux solaires. Ça a l'air d'être du Lego, hein, ce truc-là. Et ça a marché à 200%, c'est formidable. Et ils se sont inspirés de cette technologie pour les missions suivantes. En 2004, on a lancé les rovers Spirit et Opportunity, dont vous avez entendu parler. Le principe a été le même. Il y a parachute, airbag et un robot qui sort une fois qu'on est posé avec des panneaux solaires, des caméras. Alors évidemment, on a un peu amélioré le système. Alors il y a un problème avec Mars, parce que Mars, je vous l'ai dit, c'est plus loin que la Terre, et donc les communications entre la Terre et Mars peuvent prendre plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes. Or, mon petit robot là, qui avance tout doucement sur le sol martien, alors il a des caméras, on voit tout ça. Alors, j'ose pas dire qu'on voit tout en direct, hein, puisqu'il y a la transmission, hein, il y a le temps de transmission. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'approche d'un fossé? On dit stop, demi-tour. Ah, hop, 10 minutes, 20 minutes, il s'est craché. Hein, d'accord? Donc il faut que ces robots soient intelligents et autonomes, et qu'ils prennent eux-mêmes des décisions. Et ça a été le grand progrès des années 90 et 2000. On a fait une amélioration extraordinaire des programmes mathématiques et des logiciels. Alors vous voyez comment ça se passe. Le robot, avant d'avancer, il va analyser le terrain en petits carrés. Et puis il y a des petits carrés verts, c'est là où il n'y a pas de grande différence de niveau. Les petits carrés rouges, c'est là où il y a des grandes différences de niveau. On ne va pas s'y aventurer, hein, bien sûr, parce qu'il ne va pas pouvoir les passer. Et les carrés jaunes, c'est un truc intermédiaire. Hein. Alors,
le robot, il va avoir droit d'aller dans les carrés verts, là il peut faire tout ce qu'il veut. Les carrés jaunes, il dit allô, allô la Terre, il s'arrête, il dit donnez-moi mon chemin pour aller du carré jaune numéro 8 au carré jaune numéro 27. La Terre lui répond une demi-heure après ou le lendemain, bah, tu passes par là, par là, par là, et voilà, etc. Et c'est comme ça que ça marche. C'est astucieux, hein. Alors après Spirit, Opportunity se pose aussi, énorme succès. Bon, vous voyez les deux sites où ils se sont posés. Et, alors Spirit maintenant est mort, hein, il n'a plus de batterie, hein, si on veut. Les cellules sont vraiment bouchées. Par contre, Opportunity fonctionne toujours. Alors tout ça m'amène à me poser la question. On dit, ben, c'est bien d'aller sur Mars, mais comment? Et quand aller vers Mars? Ben, ça, c'est de la mécanique céleste. On ne se déplace pas pour aller vers Mars à la vitesse de la lumière, avec un moteur supersonique ou je sais pas quoi, qui va vous permettre d'aller directement vers Mars en 3 minutes. On a des fusées chimiques avec des carburants dont la masse est importante, dont la masse représente 90 ou 95% de la fusée, hein, alors que la charge utile, c'est les 5 derniers pourcents. Donc, avec la masse de carburant que l'on a, il faut qu'on essaye de trouver la meilleure trajectoire pour atteindre Mars. Et bien on s'aperçoit qu'en faisant les calculs, comme c'est de la mécanique céleste, le chemin le plus court, eh ben, c'est 50 jours avant les oppositions martiennes. Donc, et ça se produit tous les 26 mois. Donc tous les 26 mois, la Terre est en bonne position pour envoyer une mission vers Mars. Une fois que c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement, une fois que vous avez passé la fenêtre de lancement, c'est fini, il faut attendre 26 mois. On peut dire, bah non, c'est pas grave, je lance après. Bah oui, mais vous n'aurez pas la puissance suffisante pour atteindre Mars, c'est-à-dire où vous arriverez avant ou vous arriverez après, mais c'est pas possible. Voilà. Alors le trajet bah, c'est de 260 jours en gros, hein, donc 6 ou 9 mois, et pour revenir, ça va être le même problème. Donc, pour faire une mission humaine martienne avec retour, hein, bien sûr, je sais qu'on parle beaucoup de missions sans retour maintenant, il paraît qu'au dernier comptage, il y avait 10 000 personnes qui étaient prêtes pour faire une mission sans retour vers Mars. 212 000. Pardon? 212 000. 218, pas plus? 212 000. Ah, ouais. Et bon, ben... ça, s'ils veulent, hein, bon, c'est une question de philosophique. Hein. Donc, une mission avec retour, ça prend 2 ans et demi. Hein, bon, le problème, c'est pas la durée. On a déjà fait des durées presque analogues dans la station Mir ou dans la station spatiale internationale. Le problème, je vous en parlerai à la fin, vous allez voir qu'il y a des problèmes assez rédhibitoires. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Mars? Vous voyez, à gauche, c'est ce qu'on pensait même jusqu'au début du XXe siècle, hein, des canaux. Et en fait, ces canaux, c'était dû à la mauvaise qualité de l'optique qui nous permettait d'examiner la planète Mars. Une fois qu'on a amélioré l'optique, on s'est aperçu qu'évidemment, il n'y avait pas de canaux. Au milieu, c'est une photo de la planète Mars vue de la Terre par des astronomes amateurs. Et puis à droite, c'est donc pris par des sondes en orbite autour de Mars. Alors, toutes ces sondes martiennes qui sont soit au sol, soit en orbite, ont permis de cartographier entièrement la planète. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur à propos de Mars? Mars possède le plus grand canyon du système solaire, qu'on appelle Valles Marineris, Marineris en l'honneur des sondes marinaires, hein, près de 4000 km de long, 2500 mètres de profondeur, et parfois 10 km de profondeur. Mars possède aussi le plus haut volcan du système solaire, le mont Olympe, 25 km de haut. Alors, 25 km de haut, la moitié de la France en surface, 25 km de haut sur une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre.
Donc on pense que 25 km de haut, ça fait 4 fois, ça fait 3 fois l'Everest. Non, Mars étant beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus que 3 fois l'Everest. Je crois même que ces 25 km de haut, c'est une des limites qu'on ne peut pas dépasser. Après, ça s'écroule dû à la gravité, je crois. Il y a beaucoup d'eau au niveau des pôles. La masse d'eau des pôles, c'est à peu près le Groenland. Et surtout, les deux hémisphères, on va les voir, ont l'air très différents. Le nord avec des grands bassins, alors est-ce que c'était des mers dans le passé, et le sud est cratérisé. Alors, la surface de Mars est riche en fer, et il y a en gros 15 à 20% de fer à la surface de Mars. Ce fer s'est oxydé avec le temps, et non pas à cause de l'eau. Les gens pensent que si le fer s'est oxydé, c'est à cause de la présence d'eau qu'il y a eu sur Mars. Non,